Bonjour à tous. On connaît désormais quelle est cette délégation qui représentera la France au plus grand show mondial de l'électronique grand public, le CES de Las Vegas. Alors comment notre French Tech se prépare pour ce voyage, se prépare à briller auprès des investisseurs internationaux qui vont se bousculer là-bas comme chaque année début janvier. Qu'est-ce qu'on peut en attendre également? Ce sera le sujet de l'interview aujourd'hui en ouverture de cette édition. Ensuite, on va débriefer de l'actualité comme chaque jeudi. Et puis, je vous ferai découvrir un premier dispositif mondial de lutte contre les crises d'épilepsie. On terminera évidemment par où va le web pour découvrir là cette fois un métavers éducatif pour les enfants. Mais tout de suite, donc la French Tech se prépare pour Las Vegas. C'est l'interview dans Smart Tech. Pour ouvrir cette édition, j'ai le plaisir de recevoir à distance Éric Morand, le chef du département événements B2B chez Business France. Bonjour Éric, merci d'avoir répondu à notre demande d'interview concernant cette délégation française qui va partir à Las Vegas début janvier, donc pour ce grand show mondial de l'électronique, mais enfin maintenant on va dire de la tech, grand public qui se joue chaque année. Alors, on ne connaît pas encore précisément quelle sera la dimension de cette édition, puisque ça n'a pas démarré. Mais enfin, c'est généralement le lieu où se montrer, le lieu où briller. Cette délégation, vous nous dites qu'elle va embarquer plus de 200 startups, c'est ça, cette année, pour janvier 2023 ? Oui, tout à fait. Bonjour Delphine. L'édition 2023, en effet, se présente très bien. On est quasiment à un mois d'événements, un peu moins en réalité. Et on reviendra vraiment complètement au niveau pré-crise, parce que c'est vrai que les deux dernières éditions ont été en 2021 en 100% digital. En 2022, ça a été une édition où la French Tech est revenue de très belle manière, mais qui a été touchée évidemment par Omicron. Donc c'était une édition en demi-teinte, on peut dire. Là, tous les signaux sont au vert. On a une très belle délégation qui se prépare depuis des semaines. On aura autour de 200 entreprises. 170 sur la zone vraiment dédiée à l'innovation de ce salon qui s'appelle l'Eureka Park et dédié aux jeunes startups qui présentent de nouveaux produits. Et puis une petite vingtaine d'entreprises sur le pavillon automobile, puisque ce salon du CES est aussi devenu un salon qui allait sur tous les secteurs de l'économie transformée par la tech, en particulier l'automobile et la mobilité. Alors, on parle de 2200 exposants, 175 000 visiteurs de manière générale sur le CES de Las Vegas. Alors, en termes de délégation étrangère, en général, on était les champions, nous, en France. Est-ce que ce sera le cas encore cette année ? Ça sera a priori largement le cas d'après les chiffres qu'on a des autres délégations. Bien sûr, les Américains sont un petit peu à part puisqu'ils jouent à la maison et il y a évidemment une très forte présence américaine, mais sur l'Eureka Park en particulier, la France sera de loin la première délégation, très bien située à l'entrée de cette zone qui attire toujours beaucoup de monde, beaucoup de médias évidemment, de décideurs, de grands groupes qui viennent justement finalement humer les innovations de ce salon qui donne toujours un peu le là de tout ce qui va se passer dans l'année qui débute. Alors justement, déjà en regardant qui part avec vous, avec Business France, pour ce CES de Las Vegas, on va déjà voir quelles sont les premières tendances de cette édition, les principales technologies sur lesquelles vous misez, finalement celles que vous voulez montrer au monde. Alors vous nous avez parlé d'une délégation, une petite en tout cas représentation d'une vingtaine d'entreprises autour de la voiture intelligente, la voiture autonome. Qu'est-ce qu'on peut détacher d'autre comme grande tendance aujourd'hui ? Alors, comme grande tendance, on a d'abord tout ce qui est intelligence artificielle, robotique. D'ailleurs, une des entreprises de notre délégation a obtenu un Innovation Award, même ce qu'ils appellent le Best of CES. C'est une entreprise qui fait des petits robots qui analysent les canalisations. Donc, c'est des canalisations d'eau notamment, et c'est une très belle innovation. On a donc également tout ce qui est santé et bien-être, avec plus d'une trentaine d'entreprises qui seront présentes dans ce secteur, ainsi que tout ce qui est autour de la green tech, bien entendu en y mettant un peu la mobilité, puisque la mobilité qui est présente en effet au CES, c'est plutôt une mobilité verte et beaucoup de voitures électriques, comme vous l'avez dit. Donc ça, c'est les principales tendances, en plus, bien entendu, de ce qui fait le cœur du salon, tout ce qui est entertainment, maison connectée, ville intelligente. Et en termes de région,
À peu près toutes les régions de France seront représentées dans cette délégation française? Tout à fait, c'est un point important que je n'ai pas mentionné, en effet, nous on fédère une délégation avec à la fois des entreprises que l'on sélectionne via un concours, une sélection nationale, mais également une délégation composée de start-up d'une dizaine de régions. Donc vous voyez, presque toutes les régions sont présentées. Les plus importantes délégations étant à mettre au crédit des régions Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et région Sud. C'est vraiment utile de se déplacer sur ce CES parce que ça coûte très cher comme voyage, il faut le dire. C'est pas un petit salon. Quel est l'attendu? Voilà. Qu'est-ce qu'on attend comme retour quand on part sur ce CES, quand on s'y prépare pendant de longs mois? Alors c'est vrai que c'est souvent une question qu'on a. Ça coûte cher, mais en effet, la plupart des entreprises, beaucoup de startups, la plupart des startups essaient de revenir une deuxième fois, une troisième fois lorsque c'est possible, parce qu'il y a des règles strictes pour les startups. Mais c'est à la fois un événement qui permet pour une startup finalement de tester en live sa solution, d'avoir des retours de la part d'investisseurs, d'avoir des retours de la part des médias qui sont présents, de clients potentiels partenaires venus du monde entier. C'est ça qui est incroyable. En quelques jours, en tout cas pré-Covid, on espère que ça sera le cas en 2023, on peut rencontrer des Japonais, des Américains, des Brésiliens, des Allemands, des Français. Et tout ça, ça permet vraiment aux startups de faire évoluer leurs produits, parfois de passer d'un modèle B2C à un modèle B2B. On a beaucoup d'exemples comme ça. D'avoir bien entendu des retombées presse inestimables pour finalement très peu cher, quelques billets d'avion et des chambres d'hôtel. C'est un petit budget, mais par rapport aux retombées médias, c'est vraiment très utile. Et puis pour les startups les plus matures, c'est bien entendu la rencontrer vraiment des clients, des distributeurs de produits électroniques ou des clients dans entreprises lorsqu'ils sont en B2B. Et bien entendu, pour certaines aussi, se faire repérer par des investisseurs lorsqu'elles ont besoin de lever des fonds pour compléter finalement la conception, la mise au point de leurs produits ou tout simplement, évidemment, financer leur développement international. Est-ce que ça ouvre aussi au marché américain ou ça reste du pur fantasme? Ça dépend vraiment des entreprises. C'est vrai que ça se passe aux États-Unis, mais que la cible n'est pas forcément directement le marché américain. Mais non, c'est pas du pur fantasme. On a aussi plusieurs entreprises. Je pense à notamment l'Uni avec sa boîte à histoire qui est maintenant assez connue. Grâce au CES, ils se sont fait repérer. On a pu d'ailleurs les accompagner. Puis ils sont distribués aux États-Unis maintenant depuis plusieurs années. Et c'est un produit qui fonctionne bien auprès des enfants nord-américains. Donc c'est pas du fantasme. Si on se prépare bien, d'ailleurs nos équipes sur place sont là aussi, non seulement pour faire du coaching qu'on vient d'achever là, bien sûr, pour préparer les entreprises, mais sur place pour faire venir les bons retailers, les bons partenaires, les bons investisseurs qui viennent rencontrer ces entreprises qui seront à quelques jours à Las Vegas. Alors justement, comment on se prépare à briller à Las Vegas? Il consiste en quoi cet accompagnement? Il y a déjà eu toute la phase de sélection de votre côté. Donc quels sont les critères vraiment qui comptent? Alors c'est vrai que pour être dans le Park, il faut déjà, je crois que la start-up ne doit pas avoir plus d'1 an. Mais quels sont les critères qui comptent pour Business France, pour dire là vraiment mise sur ces entreprises et ces régions? Et ensuite, comment on les accompagne, comment on les prépare? Les critères de sélection, ils sont... en effet, ça doit d'abord être un produit qui n'a pas déjà été commercialisé. Ça, c'est les critères de l'organisateur. Nous, de notre côté, on regarde principalement finalement 3 sujets. À la fois, d'abord, le critère innovant du produit. Il ne faut pas que ça soit un énième MeToo, donc un produit qu'on a déjà vu 50 fois. Donc, un produit innovant. Il faut que ça soit ensuite, que ce produit soit porté par une équipe structuré, qui a des chances vraiment de réussir après avoir participé au CES, parce que ce n'est pas une fin de participer au CES, c'est qu'une étape évidemment. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le time to market. Voilà, est-ce que c'est le bon moment pour eux d'aller au CES, de dévoiler déjà un produit ou un prototype très avancé? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être capables ensuite d'embrayer rapidement pour répondre à des besoins et des demandes de clients potentiels? Parce que s'il faut ensuite encore 2 ou 3 ans de développement, c'est peut-être pas le meilleur moment d'être présent. Et en termes de préparation, donc on a vraiment des préparations très variées, à la fois sur comment je vais accélérer l'industrialisation de mon produit lorsque je suis dans le hardware, comment je vais protéger mon innovation avec nos partenaires de l'INPI. C'est un point essentiel, bien sûr, quand on dévoile un produit innovant sur un salon très exposé comme le CES, évidemment. Comment je vais pitcher, tout simplement, voilà, en anglais, à des retailers, à des investisseurs. Ce n'est pas la même façon de faire son pitch, justement. C'est également les prévenir par rapport à des contraintes réglementaires qui peuvent exister selon les produits.
Donc on a, nous, une vingtaine de modules qu'on adapte à chaque profil d'entreprise aussi, parce qu'elles sont sur des secteurs très différents, on l'a dit. Et bien sûr, comment aussi on va profiter de ces quelques jours, qui sont très très denses à Las Vegas, comment présenter son produit tout simplement sur le show floor de l'Oreca Park. Voilà, tout ça, tous ces modules sont proposés depuis finalement début octobre aux entreprises qu'on accompagne. Et puis, j'imagine que sur place, vous avez un programme, parce qu'il ne s'agit pas juste de rester dans son stand, c'est aussi l'occasion pour toutes ces startups de voir un peu ce que le marché propose déjà. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, c'est vrai qu'on se focalise sur leur présence et comment optimiser leur présence, donc faire venir les bons journalistes, les bons investisseurs, les bons partenaires, les bons acheteurs, évidemment. On aura cette année aussi, pour la première fois, on loue une suite qui va nous servir d'endroit pour faire toute une série d'événements autour des thématiques clés que j'ai citées tout à l'heure. Donc, il y aura un événement dédié à la santé, dédié à tout ce qui est green tech, par exemple, où on fera venir des médias, où on fera venir nos startups pour qu'elles puissent se rencontrer dans un autre endroit, évidemment que juste le show floor. On va faire venir, bien sûr, les médias, comme je l'indiquais. Et puis, pour celles qui le souhaitent, voilà, on va les conseiller dans un parcours pour aller eux-mêmes faire un benchmark de ce qui se passe, parce que ce salon est vraiment un peu partout dans la ville, dans plusieurs halls différents. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on se concentre beaucoup sur place, sur le fait de mettre en avant ces startups et les faire rencontrer les bonnes personnes. Sachant que cette année, ce sera une édition un petit peu particulière, puisque ça sera aussi finalement les 10 ans de la présence de la French Tech au CES. Et ouais, une French Tech très remarquée là-bas chaque année. Merci beaucoup Éric Morand de Business France. On vous suivra bien évidemment dans Smart Tech pendant toute cette aventure à Las Vegas. Avec plaisir. Merci Delphine. Merci à vous. Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu. Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu tech de Smart Tech. On va voir ce qui s'est passé dans cette semaine. Je voulais démarrer par un petit erratum déjà sur notre débrief de la semaine dernière quand on a évoqué le SAV hyper local lancé par Free. Un des commentateurs s'est un peu emballé en disant « Oh, mais finalement, ce n'est présent que dans 3 villes ». Alors, on remet les choses à leur place. On va vous montrer une carte d'ailleurs sur ce service donc, qui s'appelle Free Proxy. Ce sont des petites équipes de 8 à 10 conseillers Free qui sont disponibles donc 7 jours sur 7, de 8h jusqu'à 21h, qui s'engagent à répondre dans les 15 minutes à un problème donc en hyper local, vraiment près de chez vous. Intervention dans les 2 heures, au pire, c'est très, très complexe, c'est 24 heures. Et alors, ce dispositif, il est déployé aujourd'hui dans toute la France et non juste quelques villes. L'objectif, c'est d'atteindre fin 2023 150 équipes de proximité pour couvrir 50% du parc. Je rappelle que Free, c'est quand même 21 millions d'abonnés. Ça fait du monde. Mais là, déjà, aujourd'hui, à ce jour, on en est à 25% du parc qui est couvert avec 70 équipes locales. C'est pas seulement dans les grandes villes qu'on peut accéder à ce service hyper local. On peut y accéder aussi à des villes, enfin, dans des régions moins peuplées. Je vais citer par exemple Nevers ou Brive-la-Gaillarde, que tout le monde connaît. Voilà pour l'erratum dans le débrief. Maintenant, on va pouvoir commencer à commenter l'actu de cette semaine avec Stéphanie Hospital. Bonjour. Bonjour. Fondatrice du fonds d'investissement dédié aux entreprises du numérique, One Ragtime. Vous êtes parmi les 50 personnalités européennes les plus inspirantes. Vous êtes aussi membre de France Digital. Je vous présente un peu plus précisément qu'Alain Staron, qui vient toutes les semaines. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Donc cofondateur et président d'Artifil, si jamais on avait oublié. Et vous partez au CES Absolument. De Las Vegas, dont on a parlé juste avant. Vous êtes donc dans cette délégation française avec Business délégation France. France. Cette année, on est avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait partie de la plus grande délégation. Et on va donc présenter notre Innovation Award. Bon. Première actu que nous allons commenter ensemble, c'est le lancement par Ledger d'un nouveau portefeuille pour des NFT. Un portefeuille assez luxueux, il a été conçu par celui qui a inventé le design de l'iPod, donc c'est très luxueux. Ça ressemble en fait à un mini iPhone pratiquement. Il y a un très joli écran dessus, un écran de type encre électronique comme un livre. Et d'ailleurs, la forme représente aussi un peu un livre électronique et ça permettra aux propriétaires de NFT d'afficher leurs œuvres, par exemple, dessus. C'est un très bel objet, ça répond à des nouveaux usages et des enjeux de sécurisation de tous ces nouveaux actifs numériques, mais enfin, ça coûte quand même la petite somme de 279 € l'exemplaire. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un très beau produit, peut-être trop? Est-ce que vous êtes séduit, Stéphanie?
Alors moi, j'ai toujours un problème fondamental depuis le départ de toutes ces technologies NFT, blockchain, de se dire que pour sécuriser un actif digital, on a besoin d'avoir un objet physique et que cet actif digital, il n'est pas sécurisé aujourd'hui dans le cloud. Donc fondamentalement, je me dis toujours, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que pour l'instant, nous n'avons pas encore investi dans des sujets autour des actifs numériques blockchain NFT, même si il y a des usages qui sont là, puisqu'il y a visiblement il y a plein d'acquéreurs qui ils vont se précipiter sur ce nouveau porte-monnaie sécurisé, coffre-fort. Mais je trouve que c'est un petit peu antinomique depuis le départ, et puis on l'a bien vu, c'est antinomique, mais en même temps ça sert, puisque un certain nombre de porteurs de ces actifs les ont perdus, et on a encore beaucoup trop de fraudes qui arrivent dans ce secteur d'activité. Donc moi, ça m'interpelle toujours un petit peu. Alors je dis bravo. Mais Stéphanie, c'est un peu le principe du figital, c'est-à-dire que tout ne peut pas être 100% numérisé. Parfois, on a besoin d'avoir une extension dans le monde physique. Mais là, vous ne trouvez pas que c'est une complètement antinomique ? On a des actifs numériques de monnaie, d'œuvres d'art, qui en même temps ne sont pas suffisamment sécurisés pour le réseau. Oui, alors qu'ils sont censés être sécurisés sur une blockchain hyper robuste. Je suis d'accord. Donc c'est là où encore contradiction. Ouais. C'est pour moi, c'est là encore où cette technologie et cette industrie très prometteuse va devoir avoir encore une révolution d'usage, puisque pourquoi est-ce que demain on ne peut pas sécuriser ce qui est intrinsèquement digital dans l'environnement digital? Donc bravo aux équipes de Ledger qui ont fait un coup de génie une fois de plus et qui vont avoir bien sûr plein de clients qui vont se précipiter sur ce très bel objet. Mais en même temps, pour tous les fondateurs dans le domaine de la blockchain, des NFT, des environnements sécurisés, mais faites-nous un environnement sécurisé dans le réseau. Ouais, l'étape d'après. Une réaction, Alain, là-dessus? Je ne suis pas sûr que ce soit possible, en fait. C'est l'extrême de la décentralisation. Le Web 3, le bout du Web 3, c'est chacun qui détient sa clé. Et la clé, à la fin, c'est un secure element. On sait qu'un secure element, le but du but, c'est évidemment, quand il est dans sa carte SIM, quand il est dans son portefeuille Ledger, c'est là qu'il est le plus sécurisé. Donc, c'est juste logique. Après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais on se dit quand même, avec cette promesse de vivre demain dans des métavers où tout sera 100% virtuel, si je suis obligée d'aller à un moment dans le tiroir de mon bureau chercher... Sur un plan purement marketing, à la fin, nous sommes des êtres physiques. Et avoir un bout de branche à laquelle on peut se raccrocher qui est à côté de nous dans notre poche. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement pas dans l'air du temps, en fait. On retourne vers des choses un peu physiques. Moi, je trouve que la meilleure des sécurités, souvent, c'est ce qu'on nous dit, c'est de multiplier, en fait, les outils de sécurité. Alors, à la fin, on a une clé. On ne l'a pas. Ouais. Et une clé, quand on l'a dans sa poche, en fait, dès qu'une clé est sur un cloud quelconque, elle attire plus de pirates, forcément, parce que dans un cloud, il y en a plusieurs. Bon, un mot, Stéphanie, il faut qu'on passe à notre actu après. Alors là, c'est vrai que moi, j'ai une vision totalement différente. Il y a déjà des technologies qui existent, qui permettent d'avoir des clés qui sont séparées en plusieurs morceaux à un seul endroit. Je pense que l'ordinateur quantique, quand va mettre toute sa puissance de calcul, on va de toute façon avoir des environnements qui, j'espère, vont être encore plus à câble et donc plus sécurisables. Donc c'est plus une réflexion que moi je me pose. Je me dis, bon, on est dans un univers... Absolument. Mais enfin, pour l'instant, aujourd'hui, ça reste une solution assez essentielle. Bon, pour sécuriser ces actifs, mieux vaut multiplier la sécurité. Deuxième actu à commenter ensemble, c'est Apple qui lance son service d'auto-réparation en France. Ça y est, on va pouvoir réparer nos iPhones avec des petits outils, des pièces détachées qui sont validées par Apple. Est-ce que vous vous dites c'est top ou alors c'est toujours pas suffisant? Non, c'est pas ça. Dire on va pouvoir, moi je pourrais pas. Enfin, c'est très compliqué. Ah bah oui, mais bon. Voilà, c'est pas. Il y a des manuels qui sont mis à disposition, Alain. Oui, mais c'est à un moment, il faut avoir la dextérité et tout le monde n'a pas forcément la dextérité et la patience. Donc je sais pas, je ne sais pas. D'autant plus qu'il n'y a pas d'équation économique favorable. Ça coûte finalement moins cher d'aller porter son iPhone pour changer la batterie dans un Apple Store que de le changer soi-même. Et là, on aura accès exactement aux mêmes outils que ceux qui sont disponibles dans les centres de services agréés Apple. Ouais. Ça donne une option quand même à tous ceux qui ont envie de le faire par eux-mêmes.
C'est une fois de plus un coup d'avance par Apple. Alors moi, je m'étais demandé au démarrage des plateformes de seconde main sur les téléphones, si à un moment on n'aurait pas un Apple ou tout simplement les opérateurs qui soient beaucoup plus agressifs sur cette capacité à le faire eux-mêmes plutôt que d'avoir des nouveaux acteurs qui prennent ce marché. Et là, je pense que pour ces nouveaux acteurs, les back market et autres acteurs de la seconde main, très clairement, Apple va reprendre la main sur quelque chose qui, certes, n'est pas accessible à tout le monde, mais en même temps va attirer plein d'utilisateurs avertis qui vont se dire je vais pouvoir rentrer moi-même. C'est complètement tendance, réparer mon téléphone avec des pièces détachées qui en plus sont des pièces détachées certifiées par Apple, qui derrière va avoir certainement un effet de bord encore plus fort sur tout ce marché de la seconde main. Alors, ce qui fait dire aussi que pour l'instant, c'est une offre trop limitée. Alors, ça concerne les iPhone 12 et 13 et les Mac aussi portables avec des puces Apple, mais on reste dans cet écosystème Apple. C'est vrai que économiquement, ça a du sens pour la marque. Oui, enfin, encore une fois, ça reste plus cher que d'aller voir un installateur agréé. Donc, pourquoi je le ferais moi-même si c'est parce que j'ai plaisir à le faire moi-même. Le coup d'après pourrait être, il faudrait qu'il change d'équation économique, justement de faire un levier sur un écosystème très large, et pas mettre à chacun, c'est Uber et les chauffeurs qui deviennent conducteurs, presque comme un taxi, de pas mettre à chacun d'être réparateur Apple, pas pour soi, mais pour ses voisins. Typiquement, si j'en avais un qui avait dans mon immeuble qui avait cette capacité à réparer un téléphone, je pourrais, comme je le connais, je pourrais très bien aller le voir et lui demander. Donc, on est vraiment, c'est début, je pense qu'il faut vérifier, il faut voir où est-ce que ça va nous emmener, mais on est vraiment dans cette logique de... Alors, le voisin qui dépanne, c'est sympa, mais au bout d'un moment, il faut que ça devienne un business quand même. Et pour le voisin, c'est un business. Oui, il faut le payer, on est d'accord. Mais c'est l'économie très locale. Stéphanie. Pour les voisins, on vient juste d'annoncer un nouvel investissement dans une société qui s'appelle PickMe, qui permet à chaque voisin de devenir un piqueur, donc de récupérer les colis pour ses voisins. Donc pourquoi pas après-demain faire de la réparation aussi. En tout cas, on voit bien le rôle du digital qui permet de recréer du lien. Et c'est ce en quoi moi je crois fondamentalement, plus que le fait d'avoir besoin d'un objet pour conserver des actifs digitaux, c'est plutôt utiliser le digital pour mettre de la valeur encore plus forte dans nos vies de tous les jours. Oui, puis on revient au premier sujet que j'ai traité sur l'hyperlocal. C'est vrai qu'on revient vraiment au service aussi de proximité. Autre actu à commenter ensemble, là on va parler des levées de fonds en Europe qui se sont écroulées. Stéphanie, non ? Alors, on va te parler de moins 18% en tout cas. Ça dépend comment on l'interprète. Dites-nous. En Europe, moins 18%. Oui. Cette année encore en France, on va avoir un record de levée de fonds. Donc c'est l'un des seuls pays qui progresse, qui d'ailleurs devient le premier pays en termes de levée de fonds dans la tech en Europe, avec quasiment 12 milliards levés cette année. Donc oui, il y a un effondrement, mais en même temps, il y a une normalisation du marché, un retour à des rationnels économiques, des rationnels d'usage. Donc comme toujours, on va avoir des acteurs qui vont continuer à se faire financer, mais on revient à du rationnel business. Donc, oui, parce que ça arrive après une période d'un peu d'euphorie, finalement. Donc vous dites, on revient à la normale, c'est ça ? Alors, Alain ? Je n'ai pas d'ancienneté suffisante pour dire est-ce qu'on revient d'où on vient, etc. À part le fait que le contexte international... là, en fait, les levées de fonds donc en Europe ont atteint 85 milliards de dollars, ça fait à peu près 81 milliards d'euros, alors qu'on avait connu des investissements au record de 104 milliards de dollars. Moi, je constate, nous on est en période de levée de fonds, donc je parle que de ma toute petite lorgnette, voilà, et donc ça se passe plutôt très bien, mais j'ai pas d'avis sur, j'ai pas le recul de l'ensemble de l'écosystème. Voilà, tout ce que je sais, c'est que effectivement, alors nous on est vraiment early stage, donc les business angels sont très regardants sur des rationnels. Il faut que ce soit clairement un truc qui marche, qui répond à un besoin, etc. etc. Donc ils sont effectivement très regardants, donc c'est très long, mais effectivement si on coche les cases, il n'y a pas de raison. Mais là, quand on a un chiffre comme ça qui sort, c'est le fonds Atomico qui l'a révélé, ça rassure pas forcément ce milieu des VC, j'imagine. Alors, ça crée un climat plus tendu qu'il ne l'était encore. Au contraire. Alors, nous, on a la particularité, ça fait 5 ans maintenant qu'on investit, d'avoir toujours eu une attention à être accompagné des entreprises qui soient capital efficaces. Ouais. On a eu, depuis 2 ans, un afflux de liquidités sur les marchés.
on a eu de l'argent qui était gratuit. Donc on n'a pas été regardant, un certain nombre d'acteurs ou de nouveaux acteurs n'ont pas été regardants sur les fondamentaux économiques. Donc là, tant mieux. On va revenir à quelque chose qui est rationnel. Une entreprise, à un moment, ça se vend sur un multiple d'EBITDA. Ça doit avoir des clients. Ça doit avoir une capacité à s'auto-développer, même si l'argent des investisseurs comme le nôtre, c'est un accélérateur pour aller plus vite et capturer des nouveaux marchés plus vite et devenir le numéro 1 dans un secteur. Donc Mais quand même, Stéphanie, il y a une ambiance, un contexte global qui n'est pas super euphorique en ce moment. Mais justement, ça n'a jamais été le meilleur moment pour investir. C'est quand tout le monde se dit qu'il ne faut surtout pas investir qu'il faut y aller. Donc moi, je vois c'est une bonne nouvelle, ça, Alain. C'est le moment de lever des fonds. Oui, bah, c'est justement, on est dedans. Enfin, ce que je constate juste, c'est que c'est effectivement très... Mais est-ce qu'en France, parce que si en France on a des meilleurs résultats que d'autres pays européens en termes de levée de fonds, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on pêche un peu par optimisme ou qu'on a un petit retard à l'allumage finalement sur la réalité du terrain ? Alors moi je reste super optimiste sur l'écosystème tech français, puisqu'en fait on a créé un écosystème avec des fondamentaux très solides. Des talents internationaux. Vous parliez de Ledger, c'est Ian Rogers qui a designé le nouveau coffre-fort numérique. Donc ça, c'est quand même fantastique. On est capable d'attirer des talents comme ces grands monsieur du design en France pour des entreprises françaises. On a eu un accompagnement très très fort de la BPI, de la Caisse des dépôts des pouvoirs publics pour inciter l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc maintenant, moi je me retourne vers les entrepreneurs. Ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a peut-être un petit peu moins d'entrepreneurs qui se lancent. J'ai envie de vous dire aussi, c'est comme les investisseurs, c'est le meilleur moment pour entreprendre. Ça va probablement être plus compliqué, mais toutes les crise, et là encore on n'est pas du tout comme une crise de 2000 puisque le digital, la fibre, les réseaux 5G ne sont encore qu'à leur début, mais c'est le meilleur moment pour créer des entreprises, donc allez-y. Eh bien alors la fibre, c'est justement notre autre actualité aujourd'hui dans Smart Tech, cette fibre optique qui crée de fortes tensions sur le terrain. On a un Orange qui est un peu en retard par rapport à ce qu'il avait annoncé et une agglomération de Brive qui pose un ultimatum à l'opérateur et le menace de sanctions. Est-ce que ce plan France très haut débit, il a été trop ambitieux, il est trop coûteux? Est-ce qu'il faut le revoir, le réajuster ? Je crois qu'il faut surtout déployer. Donc il y a un peu de retard. Voilà. Bon, après, si c'est pas Orange qui le fait. Donc donc c'est essentiel pour notre compétitivité technologique, économique, d'avoir des réseaux. On a souvent vu les services, mais on a oublié d'investir dans ce qui fait l'essence même d'une capacité à développer des services, c'est-à-dire des réseaux à très haut débit. Les infrastructures. Et là, les infrastructures, on va les doper. On va peut-être se rendre compte qu'il faut démultiplier les moyens. Il y a aussi un problème de collaborateurs, donc il faut trouver des techniciens. Donc je crois que Orange fait partie, comme beaucoup de secteurs, est en tension sur ces recrutements. Alors donc, ils font beaucoup recours aussi à des intermédiaires, des prestataires externes. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de la qualité justement du travail, de la formation de ces personnels qui parfois ils vont trop vite et donc ça ne fonctionne pas. On voit que c'est quand même très tendu en ce moment sur le terrain. En fait, le capex est énorme. La fibre, ça coûte rien. La fibre, c'est du plastique. Simplement, il faut creuser des trous. C'est de l'infrastructure et du génie civil, pardon. Et ça coûte très très cher et c'est très très long. Quand en plus on vise des territoires qui sont pas forcément les plus denses, qui dit territoire peu dense dit moins de revenus, j'aurai moins d'abonnés. Ouais. Donc c'est clairement pas la priorité et on peut pas en vouloir à une boîte qui a quelque part une équation économique à respecter de faire ce job. En même temps, elle a une fonction de gestion du bien commun, quelque part. C'est l'ancien France Télécom. Donc je pense qu'ils sont un peu gênés aux entournures. J'aimerais pas être à leur place. C'est pas simple de gérer à la fois son équation économique, à chaque fois le bien commun, les obligations que lui donne le gouvernement. Et alors les sanctions, elles pourraient aller de 9 à 25 millions d'euros. Ouais, moi je pense que ça va être très long et puis surtout ça va remettre un coup de projecteur sur le fait que, comme les médicaments, comme l'eau, comme l'électricité,
il faut qu'on soit capable d'investir dans ces infrastructures, dans ces usines. L'usine pour produire des services technologiques, ce sont les infrastructures de réseau. Donc investissons plus dans le réseau et je crois que le plan 2030 global du gouvernement a un gros volet sur les infrastructures. Et ça me donne l'occasion aussi de vous interroger sur la stratégie qui commence à se dessiner avec la nouvelle patronne d'Orange, Christelle Edelman, qui semble visiblement vouloir se recentrer sur les activités, justement, cœur de métier d'Orange. Ça, c'est le signe de quoi? D'une crise, justement? C'est signe d'un... Alors, je suis une ancienne d'Orange, donc j'ai toujours une affection toute particulière pour Orange. Je crois que Christelle, elle arrive à un moment, c'est un changement aussi de génération aux manettes d'Orange, donc c'est un recentrage sur des métiers qui, en fait, sont des nouveaux métiers clés du numérique. Alors, recentrage, le mot est probablement un peu fort, c'est juste que Orange a toujours fait des services business. Donc là, on intensifie les services aux entreprises, les services de cybersécurité avec beaucoup de succès. C'est intensifier également tout ce qui fait le cœur d'activité d'un opérateur, c'est le réseau, c'est le service. On va peut-être mettre un petit peu moins d'énergie, par exemple, du côté de la banque. Alors, peut-être. Et ça veut dire oui, je ne sais pas, parce que là, c'est une question de stratégie. Quand on est une grande entreprise comme Orange, il y a des besoins d'investissement lourd sur les infrastructures, on vient d'en parler. Mais est-ce qu'il faut pour autant arrêter de se diversifier? En fait, c'est un vrai sujet. Dans quelle mesure le cœur business d'Orange n'est pas une commodité? Les télécoms purs, la télécommunication, la connectivité, en fait, c'est un marché extrêmement tendu. C'est un marché dont tout le monde veut de la connectivité. Il n'y a pas forcément beaucoup de business à faire. Il n'y a pas beaucoup de marge. Se limiter à seulement... Justement. Donc, les stratégies antérieures étaient de dire, OK, j'ai ça, j'en profite, ça donne un avantage sur... je peux faire de la banque parce que j'ai plein de clients. Je peux faire des studios de cinéma et des séries parce que j'ai aussi plein de clients que je fournis en fibre. C'est un peu la stratégie des GAFAM. Aujourd'hui, on peut être un géant numérique si on s'ouvre plus loin que son métier. Après, avec des services pour le grand public. Avec toujours une équation très forte entre... Vous pouvez avoir la plus belle stratégie du monde. Si votre exécution n'est pas efficace en termes de ressources, in fine, vous aurez un moment à prendre des décisions délicates. Et je crois que souvent, et là encore, c'est toute la problématique d'un certain nombre de grands groupes, on a envie d'aller sur des nouveaux métiers. On pense qu'on peut le faire de manière organique et on se rend compte au bout d'un moment que l'organique demande du temps d'expérience. Faire des acquisitions... Mais c'est aussi comme ça qu'on passe à côté de marché. C'est aussi comme ça qu'on laisse les autres s'emparer d'un nouveau business. C'est tout un art. C'est tout un art. Quand on veut faire quelque chose qui n'est pas son métier... Je suis bien à ma place de journaliste. Mais en même temps, regardez un opérateur comme Orange. C'est un opérateur qui est venu du téléphone, qui est monté sur l'Internet, qui est ensuite allé sur le mobile. Donc cette transformation-là, déjà, elle a été extraordinaire et elle continue. C'est pas parce qu'on fait un peu moins de services de banque qu'on va pas continuer à faire des services financiers pour les clients. On n'a pas annoncé qu'elle arrêtait du tout, tout à fait. On termine peut-être par juste un regard d'actu chacun, si vous en avez. Moi, j'en avais un, c'est un petit rappel de la CNIL quand même sur le fichier client de Camaïeu qui devait être mis en vente comme ça aux enchères cette semaine. Finalement, non, ça n'a pas eu lieu parce que la CNIL a quand même rappelé, attention, les clients, il faut s'assurer que ce sont toujours des clients actifs déjà, on ne peut vendre que des fichiers de clients actifs et non pas des fichiers de clients administratifs. Et puis ensuite, il faut qu'on s'assure qu'il y a eu un consentement explicite de ces clients pour que ces données soient utilisées par des partenaires ou dans d'autres circonstances. Donc finalement, on a annulé la vente, c'est beaucoup plus simple, mais c'est toujours intéressant que la CNIL fasse ce petit rappel. Une actu dans le viseur. Je pensais juste aux annonces d'Apple qui va malheureusement faire moins d'iPhone, malheureusement pour eux, que ce qu'ils avaient prévu. Pourquoi ? Parce que l'actualité chinoise, en particulier tout ce qui se passe autour du zéro Covid, fait que les usines travaillent au ralenti. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Apple est en train de pousser très fort la délocalisation de sa production chinoise vers d'autres pays comme l'Inde ou le Vietnam. Et alors, si on se demande c'est quoi Apple ? Apple, c'est 3,9% des exportations chinoises. 3,9%. Merci beaucoup Alain Staron. Stéphanie, vous restez avec moi, comme ça je passe quand même à la séquence d'après. On va découvrir un dispositif, une première mondiale, un dispositif pour lutter contre les crises d'épilepsie.
C'est la suite de Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. Je suis restée en compagnie de Stéphanie Hospital, de la fondatrice de One Ragtime. Et c'est l'heure de notre interview avec Rupert Schisl. Vous êtes le président de l'association Prédilepsie et vous allez nous présenter une première mondiale, un dispositif inédit qui permet de lutter contre les crises d'épilepsie, mais plus spécifiquement contre les absences. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, alors bonjour. Donc Prédilepsie est une association, une non-profit. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'on travaille sur le sujet d'utiliser de l'intelligence artificielle pour traiter l'épilepsie. Donc traiter, ça veut dire détecter les crises, prédire les crises et éventuellement empêcher les crises. On a 2 projets qui tournent aujourd'hui, dont un qui porte sur les crises d'absence. Qu'est-ce qu'on appelle la crise d'absence ? La crise d'absence, c'est une des crises d'épilepsie les plus fréquentes. Il y a plein de sortes d'épilepsie différentes en fonction du fonctionnement globalement dans le cerveau. Ça touche beaucoup les enfants. Oui. Donc ça les empêche notamment d'aller à l'école, de travailler régulièrement parce que ce sont des crises qui peuvent arriver très fréquemment dans la journée. C'est pas très spectaculaire, hein. C'est quelques secondes d'absence, un peu comme si on tombait dans le sommeil. D'accord. Et après on se réveille, on revient, sauf que... C'est une crise sur 10, c'est ça ? C'est crise d'absence ? C'est une épilepsie sur 7 à peu près, sur 7. Et ça arrive très fréquemment chez les enfants. D'accord. Voilà, c'est pas très spectaculaire parce que c'est pas les crises où on tombe et on fait des convulsions, etc. Mais par contre, c'est très handicapant et très difficile pour les patients. Et alors, en quoi le dispositif l'algorithme sur lequel vous avez travaillé, c'était 3 ans de recherche, vous l'avez dit, qui permet de détecter en amont, de prédire cette absence, en quoi ça va soulager les enfants qui en sont victimes ? Alors nous, on était partis initialement avec l'idée de prédire la crise et éventuellement alerter, par exemple, les profs ou les parents qu'il y a une absence qui est en cours. Ouais. Il se trouve qu'on a eu, avec les modélisations qu'on a faites, des bonnes surprises qui faisaient que non seulement on était capable de prédire cette crise, ce qui est déjà une bonne nouvelle, mais éventuellement stimuler le cerveau pour empêcher la crise d'avoir lieu. Donc en interagissant en fait avec les différentes parties du cerveau qui interviennent dans la génération. Et alors, il ressemble à quoi ce dispositif ? Alors pour le moment, il ressemble à rien parce que on lance il ressemblera. Il ressemblera à quelque chose, j'espère. On lance le prototypage. Donc c'est un dispositif qui pourrait être porté sur la tête en permanence par les enfants. Donc il faudrait qu'il soit très discret, non stigmatisant, parce que pour que ça puisse vraiment être porté au quotidien, il faut qu'il soit comme ça. Et il doit en même temps capter les ondes cérébrales de manière fiable, faire tourner les algorithmes qu'on a développés et stimuler le cerveau pour interagir avec... En amont, 3 ans de recherche, et maintenant, vous estimez à combien de temps encore de travaux pour réussir à vraiment matérialiser le dispositif ? Alors, le prototype, je pense qu'il peut aller assez vite. Après, on va commencer à le tester en milieu clinique sur des enfants avec des patients. Après, la partie mise sur le marché, dans la santé, c'est très long. Ouais. Il y a beaucoup d'autorisations à avoir, beaucoup de brevets à développer, etc. On est en plein dans les deep tech. Et alors, sur la partie santé, c'est vrai que c'est peut-être encore la plus compliquée réglementairement. Oui, il y a les data et les dispositifs. C'est un projet open source ? Vous savez qu'ici, on parle beaucoup de l'open source. Ouais. On a un rendez-vous dédié. Ouais. Alors, le projet, jusqu'ici, en fait, Prédilepsie, c'est une association. Tout ce qu'on fait est open source. Okay. Après, nous, on travaille en collaboration avec des chercheurs. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est pas nécessairement toujours open source. Par contre, on va se battre pour faire en sorte que ce dispositif soit le plus accessible dans le monde. Justement, pour que le dispositif puisse peut-être revêtir différentes formes et être adapté. Exactement. Donc, pour qu'il puisse être exploité le plus largement possible. On a une investisseuse en face de vous. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative ? C'est superbe. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous avez choisi de faire plutôt le mode associatif plutôt que de faire une association et en même temps avoir une entreprise qui, parce qu'elle va avoir justement des capacités à être financée, elle va pouvoir aller beaucoup plus vite et avoir in fine plus d'impact que simplement la logique associative ? Alors déjà, parce que j'ai déjà une entreprise et j'avais pas envie d'en avoir 2. Et 2, je pense qu'avec l'association, on peut aller très vite sur ce genre de sujet. Parce que les données justement dont on a besoin pour développer ce genre de dispositif sont très rares, très difficiles à avoir.
Les médecins qui détiennent ces données aujourd'hui se méfient beaucoup des entreprises parce qu'il y a beaucoup de mauvaises histoires. Donc avec l'association, on a pu vraiment établir une relation de confiance parce qu'on les aide au fait à avancer eux plus vite. Et donc peut-être qu'un jour on aura besoin d'une entreprise pour distribuer. Mais pour le moment, on avance bien. Merci beaucoup. Merci Rupert Schisl de Prédilepsie et merci à Stéphanie pour la question si précise. On part pour notre chronique Où va le web ? Alors aujourd'hui, Eva Bensadi va nous faire découvrir un métavers éducatif pour les enfants. Bien qu'on en parle ici souvent, pour les adultes, le monde immersif et virtuel du métavers peut aussi s'adresser aux enfants. C'est l'ambition de la start-up française Mainbot, déjà à l'origine de ce petit robot éducatif Winky. Et bien là, le métavers s'appelle Winkyverse. Alors en fait, Winkyverse veut s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants, car y accéder demande évidemment une autorisation parentale. Ici d'ailleurs, comme dans Decentraland ou Roblox, les terrains sont à vendre. 2100 des premiers terrains de Winkyverse ont été mis en vente fin septembre à travers une vente privée. Alors à quoi ressemble ce métavers ? Déjà, l'histoire de The Winkyverse se déroule 3000 ans dans le futur, soit en 5222. Et à l'instar de ce que nous annoncent aujourd'hui les scientifiques du climat, la Terre a presque été détruite par la pollution et la surexploitation. La civilisation humaine a donc dû s'adapter et évoluer. Les écobots voient alors le jour pour soigner la planète et effacer les erreurs de l'humanité. Les humains ou avatars tâchent désormais de respecter l'environnement. Dans The Winkyverse, tout le monde vit en harmonie avec la nature et habite sur ce que l'on appelle des animaux-villes, des gigantesques animaux portant des villes sur leur dos. Pour les enfants, la plateforme propose, lorsqu'on explore l'univers, l'apprentissage de plusieurs matières, comme les mathématiques ou encore les langues. Elle est évidemment dénuée de toute monétisation et entièrement gratuite. Les adultes, par contre, peuvent acheter et vendre des NFT, des parcelles de terrain, je le disais, et d'autres éléments cosmétiques grâce à une crypto-monnaie. Les Winkies et d'autres activités devraient bientôt se rajouter. Oui, car l'équipe prévoit un déploiement définitif du Winkyverse seulement courant 2025. Mais les débuts sont encourageants. 75% des 2100 terrains disponibles ont été vendus lors de la dernière vente privée. Eh ben, on reparlera de ce métavers avec Stéphanie Hospital qui nous a accompagnés pendant toute cette émission. Merci beaucoup. Merci. Fondatrice de One Ragtime, Rupert Schisl, président de l'association Prédilepsie pour prédire les crises d'épilepsie. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne Bismart en replay, en podcast tous les jours.